soit faire un focus sur les organisateurs de salons, soit faire un focus sur les organisateurs de conférences. Étant donné que c'est des business models qui sont différents, les stratégies de communication doivent être différentes. Et du coup, voilà, le but, c'est un peu de trouver lequel des deux business models est le plus adapté à une stratégie inbound et voir comment on peut l'adapter. Ok. Donc la stratégie inbound, est-ce que ça te parle? Oui, complètement. Ouais. Alors bon, déjà pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, ta place dans le groupe, ton niveau de responsabilité, etc., etc. Donc, je m'appelle Tofan, je suis en charge du marketing digital pour Exhibitions. Ok. Donc, je suis en charge du studio digital et mon périmètre d'action il consiste en deux choses essentiellement. Un premier volet plutôt prod, j'accompagne toutes les équipes Exhibitions dans la sortie de sites internet et d'emailing. Ok. Donc ça c'est pour le volet plus prod, et puis après je les accompagne sur un volet plus marketing digital. Ok. Qui consiste à rendre le dispositif le plus performant possible au travers de stratégies de contenu, d'acquisition de trafic, d'influencement naturel, ce genre de choses. Ok. Et qu'est-ce que je voulais te demander, et brièvement le groupe aussi, peut-être une présentation de GL Event, en tout cas, ouais voilà, ouais. GL Event un petit peu, qu'est-ce que c'est rapidement? Rassure-moi, on te l'a déjà faite cette Ouais, présentation. ouais, mais c'est pour C'est ma version. C'est pour ta version, ouais. GL Events, groupe positionné sur le secteur événementiel, qui a pour particularité d'être un groupe dit intégré. On couvre 3 métiers, les métiers de la logistique autour de l'événementiel, les métiers de l'hôtellerie d'affaires et la capacité de proposer des espaces de réception, et l'activité organisation de salon. Et là, on a du coup Live, Venues et Exhibitions, qui sont les trois grandes entités du groupe, et moi j'interviens sur le périmètre Exhibitions. Ok. Donc dans Exhibition, est-ce qu'il y a aussi les conférences, ou ça c'est live ou Alors live non, conférence à ma connaissance, c'est pas... c'est un business assez spécifique, la conférence, sur lequel on n'est pas forcément positionné. Alors il y a peut-être eu des conférences organisées d'ici ou là, mais il n'y a pas d'activité, du moins chez Exhibitions, de conférences. Venues loue ces espaces probablement reçoit de la conférence. Néanmoins, en tant qu'organisateur, c'est pas une grosse activité. Ok. Par contre, au travers du prisme Exhibitions, on est souvent amené à organiser des forums ou de la conférence au sein de salons. Ok. Donc c'est un prisme un petit peu différent, au sens où faut considérer ces forums ou ces conférences comme des contenus bonus à la participation au salon, mais c'est pas des conférences en tant que telles comme on peut le connaître. Et on a d'ailleurs chez Exhibitions des gens qui viennent de l'univers du conférence et qui t'expliquent les mécaniques, et qui t'a vite fait comprendre que c'est un business model qui, même s'il a l'air très voisin de celui du salon, est rapidement très différent, ne serait-ce qu'au niveau de la création de valeur. On a d'un côté, sur l'activité salon B2B, une grosse partie du chiffre d'affaires qui est portée par l'exposant, là où sur la conférence, c'est plutôt le visiteur qui va faire la grande majorité du chiffre d'affaires. Donc rien que là, on a des modèles qui sont très différents. Ouais. Alors, on va commencer du plus général et aller au plus spécifique. Quelle est un petit peu la stratégie digitale qui est adoptée par tes équipes sur Exhibition? Alors, vaste question. Aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est plus dans la déclinaison d'une stratégie au regard des supports dont on dispose pour chacun des salons. Donc en général, c'est un site internet qu'on considère comme acquis, et puis après on va avoir des espaces de billetterie sur lesquels on va pouvoir se préenregistrer ou pas. On va avoir des espaces exposants, on va avoir des réseaux sociaux. Donc l'écosystème digital va dépendre d'un salon à l'autre. Après, ce qu'on pose en termes de stratégie, nous on a en général deux objectifs qui sont assez simples en tête. C'est comment faire venir plus d'exposants sur notre manifestation et comment faire venir plus de visiteurs. Sur la partie exposant, on va dire que le volet digital est plutôt un facilitateur qui est aujourd'hui assez sous-exploité, mais qui ne se cantonne que à
ce périmètre de facilitateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de campagne d'acquisition très active et agressive sur le volet exposant. On y vient ici ou là par touche, mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré. Et c'est particulièrement flagrant sur les sites internet de nos manifestations. On se rend compte rapidement qu'il n'y a pas de contenu qui soit fortement dédié aux exposants, ni même d'action marketing. C'est-à-dire qu'on a rarement de formulaire d'inscription assez poussé, d'accueil spécifique de l'exposant, d'espace dédié à l'exposant en tant que tel sur les dispositifs. On a souvent du contenu statique et puis un formulaire de contact, on va dire, et ça fait le job. Après, le volet visiteur sur lequel on se concentre davantage, ou du moins on a eu tendance historiquement à se consacrer davantage, on est sur des leviers qui sont assez balisés et qui sont de l'acquisition de trafic, au travers de campagnes type Google AdWords, Facebook Ads, LinkedIn Ads et compagnie selon le secteur. Typiquement sur un salon de la pile à hydrogène à Evolution, on va focuser sur LinkedIn, et puis quand on va être sur un sujet beaucoup plus B2C, exemple, on a un salon sur cet univers-là qui s'appelle Kid Expo, on est davantage enclin à utiliser des leviers comme Facebook. Okay. Et également sur des sujets qui se prêtent bien à la création d'un univers graphique, type au sein du CIRA, on a des concours, notamment les Bocuse d'Or et la Coupe du Monde de pâtisserie. Là, on a un focus important sur Instagram, par exemple, où on est en capacité de retranscrire des choses assez intéressantes. Et on a par ailleurs du matériel marketing qui est très intéressant, des photos très qualitatives, de choses qui se prêtent bien à l'exercice. Donc ça, premier volet sur l'acquisition visiteurs, acquisition de trafic payante. Et le deuxième volet, ça va être le volet plutôt création de contenu SEO. Et là, on est à fond dans cette logique inbound. La difficulté, ça va être de faire émerger chacun de nos salons sur ses marchés respectifs comme étant le référent sur son secteur d'activité. C'est des choses qu'on fait à des degrés divers aujourd'hui. On a des salons qui vont faire un petit peu de contenu, d'autres qui vont en faire un petit peu plus, et d'autres qui dépensent des moyens assez substantiels dans la création de contenu. On n'a néanmoins encore pas trouvé l'équilibre qui permet de développer une manne de trafic sur le visitorat au travers d'un contenu aussi bien rédigé soit-il. Je prenais l'exemple d'Evolution, quand on est sur le salon de la pile à hydrogène, on a beau prendre le sujet dans tous les sens, on reste sur une niche. Donc c'est assez facile de créer du contenu, je dirais, mais c'est plus difficile de déchaîner les foules sur un sujet de niche. Ok, donc en fin de compte, le facteur principal qui va pousser ou non à développer une stratégie de contenu, c'est le marché au départ, c'est le point de départ de la réflexion par rapport à ça. Ça devrait, mais ça ne l'est pas. Aujourd'hui, on a souvent des équipes qui déploient une stratégie de contenu pour déployer une stratégie de contenu, et qui sont d'ailleurs, on parle de stratégie, qui vont juste produire du contenu, je dirais, sans forcément intégrer ces contenus de manière profonde dans une stratégie. C'est-à-dire se dire, ok, j'ai un calendrier de publication qui se goupille comme ci, comme ça, avec 4 phases. Une première phase qui va focus sur l'exposant plutôt sur tel sujet, une deuxième phase qui va focus sur, je sais pas moi, la résonance de ma marque, une troisième phase qui va focuser sur autre chose. On n'est pas dans ces logiques-là, on est plutôt dans des logiques qui sont encore naissantes et qui consistent, c'est déjà très bien, qui consistent à essayer de créer du contenu sur son sujet. Ok. Ça marche. Du coup, l'inbound marketing, qu'est-ce que c'est ? Bon, tu le sais, je le sais, c'est conceptualisé sous une forme de succession d'entonnoirs, qu'on appelle entonnoirs de conversion, conversion funnel. Et chaque étape, en fait, retranscrit différents niveaux d'intérêt de l'internaute, qui au départ parle d'un internaute quelconque inconnu à un visiteur sur la page internet, qui après se crée un profil sur le site internet, un dialogue et instauré entre cet internaute et l'entreprise donnée, pour l'amener à terme à devenir client, puis ambassadeur
de la marque. Alors ça, c'est une stratégie qui est souvent telle qu'elle utilisée dans tout ce qui est e-commerce par exemple, parce qu'on vend un produit et donc du coup on peut conceptualiser vraiment le funnel de conversion de l'acte de je cherche un objet jusqu'au moment où je vais être client du site, fidèle, etc., etc. Donc du coup dans le monde du salon, c'est quand même un peu différent. Donc moi ce que je te propose, c'est que je vais un peu te lister un peu les outils qui correspondent un peu à chaque étape de ce funnel de conversion et on va voir un peu comment tu les utilises pour un peu essayer de voir comment vos stratégies s'agrègent ou est à mettre en parallèle avec une stratégie inbound. Voilà. Donc dans la phase attirer, il y a tout ce qui touche donc au content marketing. Donc là tu me disais que ça dépend beaucoup du marché au départ et qu'on a tendance à faire du content marketing parfois pour faire du content marketing sans vraiment comprendre pourquoi. C'est ça ? Pas forcément comprendre, mais sans intégrer les contenus qui sont produits dans une stratégie profondément ancrée. C'est-à-dire qu'on va caler un budget, on va dire bon, voilà, moi j'ai tant pour faire du contenu et mon objectif c'est couvrir ma thématique. Il n'y a pas forcément de prise de recul ou de prise de hauteur qui consiste à dire déjà en premier lieu, quelle est ma thématique, quels sont mes objectifs, comment est-ce que je peux raccrocher les wagons entre mes objectifs et de la production de contenu, est-ce que ça a du sens. Voilà, on n'est pas forcément dans ces logiques-là. Ok. Search Engine Optimization, référencement naturel. Alors est-ce que à ce niveau-là, il y a des choses qui sont faites comment ça fonctionne ? Est-ce que c'est intéressant pour vous déjà de réfléchir en ces termes-là ? C'est un grand débat. Moi, j'aime bien faire la différence sur le SEO entre deux choses, le SEO plutôt technique et le SEO plutôt politique de contenu. Sur la partie technique, on est couvert par la plateforme d'usine à site qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle Bento et qui répond en grande partie aux bonnes pratiques SEO, à savoir des balises title, des métadescriptions, des URL réécrites, tout ça, on est dans des chemins qui sont plutôt balisés. Et puis la deuxième partie du SEO, pour moi, c'est retour à la case contenu, en fait, ni plus ni moins. Okay. Et c'est des choses qu'on fait dans les conditions que j'ai évoquées. Ce qu'on a fait avec un certain nombre de salons, c'est mettre à plat une liste de mots-clés pour voir comment est-ce qu'on peut représenter le marché du salon en question sous forme de recherche internaute sur Google. Après, on se rend compte que c'est souvent assez difficile de faire le lien entre ce qui est tapé par l'internaute au travers d'un prisme assez générique et le contenu qu'on a effectivement à offrir sur le site internet et encore plus par rapport au contenu qu'on a effectivement sur le salon. C'est-à-dire, je peux prendre un exemple typique, Piscine Global Europe, salon référent de l'univers de la piscine B2B sur la piscine et on se rend compte que c'est très facile de matérialiser l'univers de la piscine sous forme de mots-clés. Par contre, quand on gratte un peu, on se rend compte que rapidement, 90 ou 95% de ce qu'on a identifié, c'est François Pichon qui cherche une piscine pour chez lui. Or, Piscine Global Europe, c'est un salon concentré sur l'intermédiation entre les professionnels de la piscine, ceux qui les posent et ceux qui les fabriquent. Du coup, rapidement, on est quand même assez limité en termes de mots-clés et on reboucle un peu sur le problème qui est celui d'Evolution que j'évoquais tout à l'heure, où oui, la piscine au travers d'un prisme global, c'est un sujet qui génère beaucoup d'intérêt. Par contre, si tu te limites uniquement au prisme intermédiation B2B, là d'un coup, il y a beaucoup de monde et tu te rends compte qu'en termes de mots-clés, c'est juste très difficile de matérialiser ça sous forme de mots-clés. Donc c'est un exercice qu'on a fait sur la 50aine de salons Exhibitions, on a dû en faire une dizaine, et c'est une problématique assez récurrente. Ok. Donc en fin de compte, dans cette première phase, attirer la problématique principale, c'est réussir à attirer des leads de qualité en fin de compte, de réussir à trouver les mots-clés qui vont correspondre à la cible. Oui, à ce stade, moi je pense même pas leads. L'enjeu pour moi de la mise à plat d'une liste de mots-clés, c'est matérialiser mon marché sous forme de mots-clés. Okay. Mais rien que ça, c'est très difficile et parfois on se rend compte que sur certains marchés, c'est compliqué.
Ok. Moi, c'était mon expertise, le SEO, dans mon précédent job. J'ai bossé pour des projets tentaculaires sur lesquels on mettait à plat des listes de milliers de mots-clés qu'on priorisait, qu'on catégorisait. Et c'était très empirique et très facile d'avancer. Quand on est un grand acteur de l'habitat ou de l'isolation, on avance très facilement par pièce, par matériaux, on peut trouver facilement des clés d'entrée qui ont un écho très concret en termes de nombre de recherches par mois et de mots-clés associés. Ok. Ce qui n'est pas forcément le cas sur des sujets très B2B. Ça marche. Bon, alors du coup là on a vu la première phase attirer sur la phase convertir. Donc ça veut dire c'est plus amener l'internaute sur le site internet, mais c'est une fois qu'il est sur le site internet, réussir à créer une liaison avec lui. Il y a plusieurs outils qui sont classiquement utilisés dans les stratégies inbound. Sur tout ce qu'on appelle call to action. Est-ce que tu vois, ça te parle ça ou pas? Ouais. Est-ce que vous avez un peu une politique particulière à ce niveau-là ou pas? Moi, ça c'est un petit peu un sous-partie, un petit sous-sujet. Rien d'empirique de déployer à ce stade. Ce qu'on essaie de faire, c'est toujours pousser l'internaute à l'objectif qu'on souhaite lui faire faire. Donc en période d'ouverture de billetterie, il va y avoir un gros focus sur tout ce qui va amener l'utilisateur vers le pré-enregistrement. Donc ce sont des éléments de menu, ça va être des fenêtres pop-in, des sticky bars qui vont apparaître et qui vont attirer l'attention de l'utilisateur. Et après, donc là c'est plutôt accueil sur la page d'accueil. Et puis après sur les différentes pages du site, on a souvent donc on retrouve le menu principal sur notre modèle d'usine à site, il est toujours présent sur toutes les pages. Donc quand il y a un push sur la billetterie, on a toujours la billetterie ou le pré-enregistrement qui est bien visible. Et il nous arrive de remettre une couche directement dans les coins. Ok. Customer Relationship Management. C'est pas moi. CRM. Ça, c'est pas toi. Non. Ça, c'est qui s'en occupe? Gilles Godelier, responsable CRM. Ok, ouais. On m'en a parlé. Il faudra que j'aille l'interroger un peu plus en détail. Marketing Automation. Gilles aussi. Okay. Mais on n'en fait pas du marketing auto. Enfin, on n'en fait pas. On est aujourd'hui au balbutiement de la pratique. On a fait 2 ou 3 tests, mais on a un outil qui est très puissant qui s'appelle Marketing Cloud qui permet de faire pas mal de choses, mais qu'on ne fait pas forcément aujourd'hui pour des complications techniques, pour des raisons de pratique marketing, pour des raisons d'expertise sur l'outil. Marketing Cloud, c'est quelque chose d'assez costaud à prendre en main. Donc voilà, on est aujourd'hui outillé, je dirais, pour le faire, mais on ne le fait pas forcément. Ok. Lead nurturing et lead scoring. 0, mais Gilles. Mais c'est un peu marketing automation. Ouais, ça revient un peu au même, ouais. Et donc après, par rapport à tout ce qui est feedback et prolongation de l'expérience client, alors est-ce que vous avez un peu une politique à ce niveau-là ou là aussi Non, là aussi c'est du CRM pour moi. Ok. Je te laisserai confirmer ça. Tu as échangé avec les personnes au sein des équipes métiers? Métier, tu veux dire Jean-Benoît? Non, métier, pour moi les équipes métiers, c'est les gens dans les départements. Ok, ouais. Tes collègues en l'occurrence. Ouais. Parce que je pense qu'à ces questions, Magali, Salomé, Céline seront largement mieux te répondre que moi. Ok. Et que Gilles. Mais c'est peut-être intéressant que tu vois les homologues de Magali, Salomé et Céline dans les autres divisions. Ok. À l'agro, chez les copains de piscine et ainsi de suite, pour qu'ils te donnent une vision plus fine de ce qu'ils peuvent faire. Pour mémoire, j'insiste là-dessus, nous on est positionné en centrale et on accompagne toutes les équipes métiers. Okay. On a un petit peu un rôle d'organe de conseil en interne, et pour nous les équipes métiers sont quelque part nos clients. Okay. Et moi je considère que j'ai 50 salons, j'ai 50 clients. Donc j'ai pas forcément de vision ultra fine de ce que fait chacun. Par contre, je peux avoir au gré de la saisonnalité des échanges plus soutenus avec certains qu'avec d'autres. Okay. Tu vois, avant, on va dire 6 mois avant l'arrivée d'un Eurobois, je vais passer pas mal de temps avec Magali, Céline qui s'occupe du salon pour toutes les questions de dispositifs digital.
Le site internet, s'assurer que tout est aux petits oignons, que tout est mesuré convenablement et que tous les outils de tracking sont bien mis en place. Si on a prévu une campagne d'acquisition de trafic, s'assurer que tout se déroule bien, que tout est bien rétroplané, et ainsi de suite. Pendant que je fais ça, je ne vais pas discuter avec les collègues du CIRA, par exemple. Ok, parce qu'ils sont sur un autre timing. Tu vois. Mais par contre, 6 mois plus tard, ce sera leur tour. Voilà, je vais être un peu sien. Et ainsi de suite. Donc, n'hésite pas à aller les voir, ils pourront m'aiguiller. Enfin, peut-être pas t'aiguiller, mais te donner plus de détails sur ce qu'ils peuvent faire. Moi, il y a peut-être des choses qui m'échappent. Je peux te donner des réponses, on va dire, génériques. C'est-à-dire qu'à ta question sur le lead nurturing, ça, ils vont peut-être te répondre, oui, on fait des contenus de l'emailing, mais il n'y a pas de pratique avancée là. Ce que tu décris, le lead nurturing, le scoring, tout ça, c'est de la science-fiction. Et d'ailleurs, quand tu te projettes dans la vraie vie, même si tu vas chez Rakuten ou chez Discount, tu te rendras compte que c'est des choses qui est écrit dans les livres, mais à part Amazon, il n'y a pas grand monde qui le fait. Et nous, on n'en est pas là. Par contre, c'est clair que notre outil Marketing Cloud permet de faire ça. Okay. Donc, c'est des choses vers lesquelles on a vocation à tendre. Ok, c'est une direction dans laquelle on va, mais qui est difficile à mettre en place. Aussi, moi, je me dis souvent, dans l'événementiel, on ne vend pas un objet défini, donc du coup, il y a quand même beaucoup d'humains là-dedans. Et juste une stratégie inbound, c'est pas forcément suffisant. Il y a aussi pas mal d'outbound que vous utilisez. Non. Ah non, on est davantage sur une problématique push, clairement. Enfin, ouais. Pour nous, l'inbound, on le récolte autour de la marque. Pour nous, plus une marque va avoir de résonance, plus de personnes vont venir sur nos sites internet. Et après, se positionner spontanément comme ça, avec des stratégies inbound sur des sujets qui sont le pendant générique de ce qu'on a à offrir sur le salon. Exemple, CIRA, le salon de référence des métiers de restauration et de l'hôtellerie. Il faut se lever de bonne heure, quoi. C'est assez compliqué. Par contre, occuper le terrain sur CIRA, qui est ta marque, c'est beaucoup plus facile. Par contre, ça pose en premier lieu la question de l'aura et de l'ampleur et de la force de ta marque. Ok. Donc c'est plus en fin de compte la marque, le point de départ qui est de la communication, plus que des termes génériques qu'on va trouver sur Internet. Oui, oui, clairement. Ça va plutôt s'inscrire en complément. En l'état actuel des choses, oui. Okay. Sachant que l'objectif, et ça doit être l'objectif de tous les salons exhibitions, c'est de finir par être identifié comme le salon référent sur tel ou tel sujet. Ok. Néanmoins, voilà, ça pose des questions de difficulté quand toi tu as une activité qui explose 4 jours dans l'année et qui après, même tous les 2 ans pour la plupart de nos salons B2B, c'est un exercice qui est vraiment difficile. Ouais. Il y a juste j'ai entendu le salon sur le textile. Ils ont créé une marketplace pour prolonger un petit peu l'expérience client et qu'en fin de compte, le salon devient un support de cette marketplace. Donc dans certains cas, en fin de compte, on peut être plus dans une stratégie digitale, non, j'imagine, dans ce genre de cas. Oui, complètement, mais on est dans un cas particulier, qui est le textile en l'occurrence, où on adopte une vraie position d'intermédiation entre les acheteurs et les fabricants de l'univers du textile, qui n'est pas applicable à Bipositive en fait. C'est-à-dire que demain, on ne peut pas mettre en place une marketplace où tu viens acheter des turbines sous-marines ou des éoliennes, c'est pas possible. Mais néanmoins, effectivement, sur cet aspect-là, c'est probablement... c'est plus que probablement, oui. Il y a des vrais sujets qui sont très digitaux, mais une fois de plus, qui sont davantage portés par la marque que par le pendant générique de l'activité. C'est-à-dire que Première Vision, c'est très select. Donc déjà, pour ton info, c'est une BU à part. Hein. C'est pas Exhibitions Première Vision. Ok. C'est une entité qui est autonome. Et ils sont sur un marché qui est assez spécifique et j'ai perdu le fil de ce que j'allais te dire. Ils sont donc cette marketplace, c'est la capacité de mettre en relation j'y reviens. C'est la capacité de mettre en relation les acheteurs avec les fabricants des matières premières du textile la réalité du terrain, en fait, c'est que c'est vraiment la marque qui porte l'intégralité de cette marketplace, au sens où Première Vision, c'est un événement qui est extrêmement select.
ils refusent chaque année, enfin plus chaque année, parce qu'il y en a 2 ou 3 dans l'année, à chaque manifestation, ils refusent des exposants, ils refusent des visiteurs. C'est vraiment, faut aller le voir pour comprendre, quoi. C'est très spécifique en fait. Enfin, c'est spécifique, et la spécificité, c'est qu'ils sont vraiment référents incontestés sur leur marché, et ils font un peu la loi, entre guillemets. Et aujourd'hui, quand on travaille dans la mode et qu'on design des collections chez H&M, chez Zara ou chez Louis Vuitton, Première Vision, c'est la référence en fait. Okay. Et on se doit d'aller tous les 6 mois, que ce soit à Paris ou à New York, à Première Vision pour suivre les tendances. Donc, idem, la stratégie inbound, pas trop, quoi. C'est-à-dire c'est vraiment la marque Première Vision qui porte cette marketplace, et c'est vraiment la clé d'entrée. Aujourd'hui, concrètement, d'un point de vue purement business, l'adhésion à la marketplace est obligatoire quand on expose sur Première Vision. Donc c'est de facto imposé dans ta participation. Okay. Tu es dans quelque chose qui a vocation à devenir une vitrine et à être un point de repère pour les clients de Première Vision, visiteurs du salon, mais pour les exposants, c'est quelque chose qui est intégré de facto dans la proposition de participation. Donc on est loin de la stratégie inbound, à mon sens. Et alors, comme tu me le disais au début de l'interview, quand on parlait un peu des conférences et des salons, tu me disais, dans un salon, le client, enfin celui qui rapporte la manne financière, c'est l'exposant. Dans les conférences, c'est le client, enfin c'est le visiteur. Donc peut-être, est-ce que, à ton avis, même si ce n'est pas ta spécialité, est-ce que tu penses que la stratégie inbound est plus appliquée et applicable au secteur des conférences ? Ah, complètement. Moi, si j'étais à ta place, jamais je ferais le sujet sur les salons. Je partirais sur les conférences, parce que c'est carrément... c'est complètement le modèle, en fait. Ouais. Mettre en place des webinars, des livres blancs, des contenus de ci, de mi, et puis à la fin dire, bon, bah, tout ce contenu, il est disponible du 22 au 24 à Porte de Versailles. Il y a les conférenciers qui vous expliquent. Pour moi, c'est complètement plus adapté. Ouais, parce que c'est vrai que dans le contexte où c'est du B2B et que peut-être que la stratégie inbound, on doit plus peut-être la retrouver dans le contact entreprise-client, un processus assez long. On va essayer d'accompagner du premier contact jusqu'à l'acte d'achat du stand, etc. Et fidéliser les personnes, mais pas forcément sur tout ce qui est stratégie de contenu. Là, on sort un petit peu avec les salons. Complètement. Ouais. Néanmoins, bon, déjà c'était un de mes objectifs que tu me guides un petit peu là-dessus, donc là-dessus je suis très content. Néanmoins, on va passer à la dernière étape de l'interview sur tout ce qui est un petit peu management de la performance, un petit peu comment vous mesurez vos performances de vos stratégies digitales, comment vous définissez les objectifs, etc. Alors, laisse-moi juste repasser. Donc, petit rappel, la stratégie, c'est la définition des objectifs de long terme d'une entreprise et l'adoption d'une série d'actions et d'un mode d'allocation des ressources nécessaires pour mener à bien ces objectifs. Voilà. Et donc, du coup, est-ce que vous avez comme ça une manière de fixer vos objectifs de manière annuelle, comment vous les mesurez, etc. Quels sont vos Key Performance Indicators? On va peut-être passer sur une réponse assez générale, vu que je risque plutôt de me tourner vers les conférences, donc j'irai plus dans le détail avec eux, mais malgré tout, j'aimerais bien avoir une petite réponse là-dessus. Alors sur la définition des objectifs, le point de repère, il n'y en a pas comme ça, c'est pas hyper empirique. Le point de repère, c'est souvent les performances de l'année précédente. Et après, sur le pilotage, enfin plus le suivi de la performance, on a tout un tas d'outils qui nous remontent des indicateurs de performance. Pour nous, l'indicateur de performance ultime, c'est pas digitaux, hein, c'est combien j'ai de visiteurs, combien j'ai d'exposants et chiffre d'affaires sur ces deux pendants en fonction de si c'est payant ou pas payant. Et une fois qu'on a dit ça, on a à peu près 95% de ce qui nous intéresse. Le reste, c'est du bruit. Combien j'ai eu de pages vues sur mon site, c'est plus un moyen pour parvenir en bout de chaîne à des gens qui sont devenus des visiteurs ou des exposants. Mais en soi, c'est pas d'une valeur... Mais du coup, par exemple, si tu mesures ton nombre d'exposants, tu mesures le succès ou non de ton salon, mais tu vas pas forcément mesurer ta stratégie marketing, non ?
Parce que peut-être que tu vas avoir beaucoup de visiteurs sur ton salon, parce que ton équipe commerciale aura prospecté, bien travaillé, et pas forcément parce que la stratégie digitale... Mais pareil, je t'invite à te rapprocher des équipes dans le métier directement pour qu'ils t'expliquent leur stratégie, parce que on est sur des approches qui sont très cycliques et qui se focus vraiment sur la performance dans le dur. En fait, il n'y a pas de stratégie long terme pas très long terme sur un salon. En fait, l'objectif quand tu enclenches ton travail sur un salon, c'est de sortir l'édition à venir et de sortir cette édition à venir dans le respect de toi, les indicateurs de performance que tu auras fixés. Et on n'est pas sur... contrairement à, je sais pas moi, à Coca-Cola qui a une logique produit qui n'est pas éphémère, ils peuvent avoir des stratégies long terme avec des bifurcations, des objectifs prioritaires, secondaires, bref, avoir quelque chose de très solide. Nous, on a une multitude de petits produits qui sont les salons. Et notre objectif pour chacun de ces salons, c'est s'assurer à court terme de sa rentabilité et sur le long terme de sa viabilité. Et moi, je suis plutôt embarqué où j'accompagne les équipes sur la mesure du premier objectif, qui est est-ce que mon salon marche ou marche pas, quoi. Ok. C'est vrai que dans le contexte d'un salon, étant donné qu'on est dans un truc où il y a beaucoup d'humains, beaucoup des fois d'imprévus, on fait un petit peu ce qu'on peut avec ce qu'on a et on essaye déjà de faire que les choses se passent bien, qu'on ramène de l'argent. On a peut-être moins le temps de développer une stratégie, de tester des choses, de voir si ça marche ou pas que quand on va produire, je sais pas, des voitures par exemple, qu'on va être une marque de vêtements. Non. Oui. Après, il y a un vrai sujet rentabilité en fait. Aujourd'hui, la R&D en fait, on va dire qu'on n'est pas structuré pour avoir des postes la R&D n'est pas structurelle en fait chez nous, au sens où c'est uniquement en ayant des produits rentables et solides qu'on est en capacité de tester des choses à droite et à gauche. En milieu, ce qu'il nous faut, c'est on est une entreprise privée en fait. C'est-à-dire que si nos salons ne marchent pas, demain on est tous à la rue. Ouais. Donc notre enjeu premier, c'est de s'assurer que ce qu'on délivre fonctionne. Et en fonction des résultats, on est en capacité de prendre le temps de développer de nouveaux produits, de travailler les concepts et de les réfléchir à mesure qu'on avance dans le temps. Ok. Bah écoute, déjà merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé. Donc si je récapitule, quand même tu m'orientes plutôt par rapport à mon sujet sur les organisateurs de conférences. Sans douter. Sans douter. Sans trembler. Ouais. Et du coup, dans quelle direction je dois aller pour un peu entrer en contact avec ces personnes-là ? Tu dois aller voir Gilles parce qu'il a bossé de nombreuses années dans l'univers de la conférence et il saura t'apporter pas mal d'infos intéressantes à mon avis. Ça marche. Gilles, nom de famille ? Godelier. Ok. Où est-ce qu'il est ? Il est symétrique à nous. Ok. Tu vois, il est de l'autre côté quoi. Ouais, de l'autre côté. Ça marche. Et live, en fait, eux, ils sont pas dans tout ce qui est conférence. Moi, j'ai cru comprendre que c'était ça, mais en fait, pas du tout. Non, live, c'est... Alors, mais non, je pense pas. C'est la logistique événementielle, en fait. Ok, ouais. Donc, c'est monter les Jeux Olympiques de Rio, monter des tribunes éphémères, la GL Events Live. Fan Zone pendant la Coupe du Monde ou l'Euro de football, GL Events Live. Ok. Appel d'offres, et puis après, voilà. Donc après, je ne rentre pas dans les détails de l'activité parce que c'est très fourni. Ouais. Derrière, live, venues et exhibitions, dis-toi que tu as 110 raisons sociales, tu as 110 boîtes. En fait. Ouais. Donc dans live, tu as des ramifications, il y a GL Service, il y a GL Audiovisuel, et chacun fait des choses différentes. GL Service, il va faire de l'installation générale sur site. GL Audiovisuel, il va fournir des écrans, des spots de lumière et des enceintes. Donc, ok. En fait, si j'ai bien compris, la stratégie du groupe, de manière générale, c'est de s'inscrire sur toute la chaîne de valeur de exactement. Ouais. C'est le concept. Et c'est ce qui fait qu'on est un groupe assez atypique sur le marché. On a des concurrents sur chacun de nos marchés. Par contre, on n'a aucun concurrent qui est comme nous. Donc, Exhibitions, on a des concurrents qui sont Reed ou comme Exposium qui font la même chose que nous. Ouais. Par contre, ces gens-là nous achètent parfois du venues
Ouais. pour faire la manifestation. On nous achète du live pour faire l'installation. Ça marche. Bah écoute, remercie beaucoup. Je t'en vais prie. couper le son. Alors, c'est ici.